Bonjour à tous. Je pense que on peut commencer, Johan. Peut-être que dans le chat, les personnes peuvent nous dire s'ils nous entendent. Oui, bonjour à tous. En effet, si vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez tous bien, ça va nous permettre de pouvoir démarrer. C'est parti. Très bien. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire durant lequel nous allons traiter du sujet de l'omnicanalité suite à l'étude que nous avons réalisée et qui va nous permettre de vous présenter les 3 clés pour un parcours client hyper personnalisé. Pour commencer et introduire la notion d'omnicanalité, l'omnicanalité est érigée comme un indispensable pour répondre aux nouveaux comportements des consommateurs dont les parcours d'achat sont de plus en plus complexes et uniques. Pour déployer une relation omnicanale, il est indispensable d'avoir une réelle connaissance et une vision unique de ses clients pour pouvoir personnaliser la relation, ce qui permettra de les fidéliser durablement. Pourtant, nous verrons qu'elle est loin d'être une pratique généralisée au sein des PME et ETI. Et c'est justement ce qu'a révélé l'étude menée. Yannick, si tu peux passer la slide suivante, merci. C'est justement ce qu'a révélé l'étude menée par MV Group en partenariat avec Didomi, qui est une plateforme de gestion des consentements et préférences, et Le Bon Coin, plateforme que nous ne présentons plus. Pour ma part, je vais me présenter. Donc, je suis Johan Delahaye, le directeur général de l'agence Humens. Humens, c'est une agence nationale en stratégie digitale spécialisée sur les stratégies d'acquisition et de conversion. Humens fait partie de MV Group, qui est un groupe national indépendant et qui a pour objectif d'accompagner sur l'intégralité du parcours consommateur à travers les 7 filiales qui font partie de MV Group. Je vais à présent passer la parole à Yannick et Sophie qui vont pouvoir se présenter à leur tour. Merci Johan et merci à l'équipe MV Group et Humens pour l'organisation de du baromètre et de ce webinaire et de nous accueillir à vos côtés. Donc je m'appelle Yannick et m'occupe du marketing pour Didomi. Didomi s'occupe de consentement et de préférence pour diverses entreprises, dont Humens et Le Bon Coin aussi, pour permettre aux internautes de décider à quelles fins sont collectées, utilisées leurs données personnelles, que ce soit des cookies ou des données personnelles qui sont liées à la navigation ou l'omnicanalité, et de créer une expérience en ligne qui est plus transparente et plus agréable pour les utilisateurs, mais aussi performante pour les entreprises qui ont besoin de données personnelles consenties. À toi, Sophie. Merci. Je suis ravie. Ah, Sophie. Ah oui, on n'entend plus Sophie. Perdu Sophie. Sophie travaille au Bon Coin Publicité. Tout marchait bien jusque-là. J'espère que ça va pouvoir revenir. Que Sophie va revenir. Tu nous entends, Sophie? Non, j'ai l'impression qu'elle l'a. Ok, on présente rapidement Sophie. Sophie Bourg est directrice marketing du Bon Coin Publicité et on va, si elle n'arrive pas à revenir, on va remplacer, on va présenter les résultats à sa place, mais j'espère surtout qu'elle y arrivera. Je passe à la slide suivante. C'est toi, ça y va? Ouais. Oui, c'est bon. Donc, du coup, je suis de retour. Vous m'entendez? Voilà. Allez. J'ai été sortie du live, je ne sais pas pour quelle raison. Merci de me représenter. Du coup, oui, en 2 mots, juste la régie publicitaire du Bon Coin. Donc, le Bon Coin Publicité, c'est 150 collaborateurs sur toute la France qui accompagnent tout type d'annonceurs sur leur dispositif de communication et en particulier leurs problématiques locales et multilocales. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je te repasse la parole, Johan. Très bien. Merci, Sophie. Donc, du coup, la méthodologie pour cette étude. Donc, cette étude a été réalisée sur un échantillon de 237 décisionnaires ou codécisionnaires de budget marketing digital ou communication digitale auprès des PME et ETI privés. L'interview a été réalisée entre le 23 août et 10 septembre 2021 par OpinionWay et l'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas pour une représentativité de tous les secteurs d'activité et des tailles d'entreprise, 50 salariés et plus, avec également une représentativité sur toutes les régions. Les interviewés s'adressent aussi bien à des cibles B2B qu'à des cibles B2C, mais également
B2B2C, dont les clients finaux sont les particuliers, et soit ils ont une activité uniquement online ou une activité avec des points de vente physiques. Donc ce webinaire va se décomposer en 5 grands axes pour refléter les résultats de notre étude. Premier axe, c'est une attention particulière sur les investissements en communication et marketing en 2020 et quelles vont être leurs prévisions sur les 12 prochains mois et la répartition de ces investissements entre les grands médias. Ensuite, après ces investissements, c'est quels sont les outils de mesure et d'analyse de performance sont réalisés. Ces analyses de performance permettent de travailler à la connaissance client. C'est ce qu'on nous développerons dans cette partie 3. La connaissance client est l'élément clé pour améliorer ensuite l'expérience client. C'est ce que nous développerons dans la 4e partie. Et enfin, nous terminerons sur les conclusions et éléments à retenir et également priorité de ces annonceurs pour les 12 prochains mois. Je passe à présent la parole à Sophie, qui va développer cette première partie. Donc, on démarre en effet par les investissements en communication marketing. Je pense qu'on peut aller directement à la slide suivante. On commence par les médias offline, du coup, et je pense qu'on peut enchaîner encore sur la slide d'après. Cette slide-là, elle nous montre que finalement, même si les actions digitales et les investissements digitaux représentent la moitié aujourd'hui des investissements publicitaires, le offline a souffert de la crise sanitaire, mais reste encore un des leviers de communication, notamment la presse et l'affichage, privilégiés par les PME, les ETI. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la frontière finalement aujourd'hui entre le offline et le online est de plus en plus poreuse, avec typiquement le développement de la télé segmentée, donc la capacité de pouvoir cibler finalement des téléspectateurs en fonction de plusieurs critères, que ce soit leur localisation ou encore leurs critères socio-démographiques, avec le développement aussi de l'audio, par exemple. L'audio digital aujourd'hui, c'est une croissance de plus de 50% en un an, ou l'affichage avec le DOH. Donc, même si on continue finalement d'analyser un petit peu en silo le off et le on, il faut avoir en tête que dans les années à venir, cette frontière-là va être de plus en plus floue. Alors sur les actions déployées du coup, donc sur la partie digitale, donc comme je le disais, oui, c'est près de 9 annonceurs sur 10 interrogés qui ont au moins une action digitale. Ce qui est intéressant de noter sur ce graphe-là, c'est que finalement arrivent en tête les réseaux sociaux, le marketing relationnel. C'est la tendance finalement au marketing relationnel, à la proximité. Donc les annonceurs, les entreprises sont aujourd'hui demandeuses d'avoir des informations, des enseignements, de la connaissance tout simplement client. Et aujourd'hui, oui, c'est ça, c'est plus de 9 sur 10 annonceurs qui engagent au moins une action digitale. On peut avancer. Encore. Alors cette répartition-là, oui, elle est, on le voit finalement, la répartition est presque à 50-50 aujourd'hui chez les interviewés, ce qui montre en effet une complémentarité qui est évidente entre le off et le on. Et je pense qu'on peut aller directement à la slide d'après. Et voilà, en effet, donc une complémentarité entre les 2 leviers. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que finalement, malgré l'impact, de la crise sanitaire, de ces derniers mois, les entreprises sont assez optimistes et comptent soit continuer d'investir à un même niveau, soit augmenter leurs investissements publicitaires. Et notamment, sans surprise, sur le digital, avec près de, comme on le accroître leurs investissements dans les années à venir, dans les 12 prochains mois. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que finalement, cette crise sanitaire, on en parle comme ayant impacté fortement, d'ailleurs davantage plus les leviers offline que on. Mais il y a une étude du cabinet McKinsey qui, finalement, dont l'une des conclusions est de dire que les entreprises aujourd'hui ont atteint un niveau de maturité digitale et d'investissement qu'elles auraient mis 7 ans à atteindre sans cette crise. Donc, on voit qu'il y a une vraie accélération sur le digital, que les leviers offline restent malgré tout
des leviers significatifs dans les dispositifs de communication déployés. Et le deuxième point, en effet, c'est comment aujourd'hui je peux mesurer, moi, en tant qu'annonceur, mon retour sur investissement et comment j'arrive à suivre finalement les performances de mes leviers de communication. Et c'est là où le bât blesse un peu, j'ai envie de dire, parce que, bien que le digital permette en effet davantage de suivi, par définition, de pouvoir suivre un peu, les tendances, et les retours en tous les cas de ce que je peux investir, on a encore près de, plus de 40 4 entreprises sur 10 qui aujourd'hui ne mesurent pas, en tous les cas ne sont pas équipées pour suivre les performances de leurs actions marketing. Donc ça relève d'une vraie, complexité parce que finalement, hem, le fait de pouvoir mesurer, de pouvoir suivre ces leviers demande, à la fois du temps, de l'investissement, demande de s'équiper, d'avoir une vue un peu globale parce que, le graal d'un annonceur, c'est de pouvoir suivre finalement tout le parcours, tout son parcours client et de pouvoir travailler chaque étape de ce parcours-là, de la notoriété, se faire connaître, à susciter l'intérêt pour, terminer par la transaction et d'avoir cette vue-là et d'avoir une vue, contributive des différents leviers que j'active, reste aujourd'hui, une vraie, relève en tous les cas d'une vraie complexité, technique, qui explique certainement ce taux, assez élevé d'entreprises qui n'ont pas encore, franchi ce cap-là. Et je vais donc passer la parole à Yannick qui, va nous développer la partie connaissance client et les enjeux que ça revêt pour les annonceurs. Merci beaucoup, merci Sophie. Effectivement, tu as dit quelque chose qui était important, c'était que le Graal pour les annonceurs était de pouvoir suivre le client. Pour pouvoir suivre le client, il faut avoir la connaissance de la data, mais aussi le consentement, on en parlera un petit peu plus tard. Donc il faut que le client accepte d'être connu et accepte d'être suivi. Et donc on va parler dans cette partie 3 de connaissance client et de la manière dont les ETI, PME et ETI françaises qui ont été sondées dans le cadre de ce baromètre, dont elles sont équipées pour connaître le client et qu'est-ce qu'elles font pour collecter et utiliser les données qu'elles ont sur les clients. Donc le premier résultat que je vais présenter, c'est quelles sont les données clients et les données prospects dont vous, les entreprises, dont les entreprises, donc les PME ETI françaises disposent aujourd'hui. Donc la question qui a été posée est celle-ci. Et les réponses sont alors peu surprenantes, mais il y a quand même une certaine diversité là-dedans. Déjà, plus de 9 PME ETI sur 10 disposent de données clients et prospects. Le plus souvent, donc près de 80%, c'est une base de contact. Alors on n'a pas demandé là tout de suite, on en parle après, sous quelle forme, si c'est un fichier Excel, si c'est un carnet d'adresses, si c'est un CRM ou autre chose. Mais c'est une base de contact, ce qui est quand même très important. Des données historiques d'achat aussi, 6 sur 10. Alors c'est ce qu'on appelle aussi first party data ou zero party data dans le jargon un petit peu à la mode actuellement, c'est-à-dire il s'agit de savoir qu'est-ce qu'ont fait les personnes qui sont dans votre base de contact sur votre site web, dans votre catalogue, etc. Après, on va regarder comment est-ce qu'on peut identifier ces personnes, notamment grâce à des programmes de fidélité. Mais donc les bases de contact individuelles, les données personnelles sur les clients et leur historique de consommation, peut-être de visite de vos sites ou de vos magasins, d'achat, etc., sont les données clients dont disposent le plus les PME ETI françaises. Il y a aussi des données qui viennent d'autres sources de données, comme par exemple le suivi des interactions sur les réseaux sociaux. Donc certains appellent ça second party data, c'est-à-dire c'est la donnée qui émane de partenaires directs avec lesquels l'entreprise travaille, par exemple Facebook, Instagram, etc. Et puis il y a des données personnelles, on va dire classiques, par exemple des données sociodémographiques ou des données sur les centres d'intérêt ou des données sur les comportements de navigation. En France, ces données sur les comportements de navigation sur site ou application, par exemple, sont soumises à consentement. Et les entreprises comme MV Group, Youmens, Le Bon Coin le savent très bien parce qu'ils utilisent notre solution pour ça, la solution d'Idomi. C'est une demande de la CNIL et la CNIL est elle-même applique elle-même les demandes et la réglementation européenne RGPD. Vous devez tous voir et vous rendre compte de ces outils-là quand vous naviguez sur Internet. Concrètement, quelles sont vos actions mises en œuvre pour alimenter votre connaissance client? Parce que avoir des données clients, c'est une chose, pouvoir l'alimenter et la mettre à jour, ça en est une autre. Et donc la deuxième question était celle-ci. Que font les entreprises pour alimenter la connaissance client? Et la réponse est beaucoup plus claire, on va dire, beaucoup plus
y a deux choses qui sortent de manière très claire. Donc la connaissance client, est la plus souvent alimentée par un programme de fidélité et une collecte de données clients. Donc le programme de fidélité et la collecte de données issues de sources tierces ou sources multiples, qui peuvent être des partenaires, qui peuvent être une collecte en magasin par exemple, sont les principales sources aujourd'hui de connect de données clients. Beaucoup moins d'entreprises sont équipées aujourd'hui. Ça rejoint un tout petit peu la remarque de Sophie sur le taux d'équipement en technologie et la capacité à suivre et à avoir une bonne connaissance client 360 entre guillemets sur différents canaux. Beaucoup moins d'entreprises rassemblent les données et forment un profil client 360 parce que c'est compliqué à faire. C'est une part de la stratégie qui est peut-être un peu plus complexe et coûteuse, et s'il y a peu de talents aussi qui permettent aujourd'hui de mettre en œuvre ça. Donc seules les plus grandes entreprises qui en plus ont une vision digitale le font. Ce qu'on voit aussi, c'est que très peu d'entreprises segmentent leur base en fonction de critères RFM, donc résonance fréquence monétaire, par exemple, donc une segmentation précise ou d'un scoring. C'est très intéressant que de voir combien le programme de fidélité semble être l'option par défaut pour avoir des données clients et pour pouvoir alimenter et mettre à jour la base des données, une base de données clients aujourd'hui. Votre entreprise utilise-t-elle les solutions suivantes pour regrouper les données clients? Donc là, on parle de taux d'équipement en solution dont on vient de parler pour rassembler au sein d'un système d'information, par exemple, les données clients. Et les réponses sont ici encore assez claires. La principale source, le principal outil de rassemblement de données est un CRM. Alors, il y en a plein sur le marché. Il y en a qui sont français, il y en a qui sont celle-ci, il y en a qui sont basés à La Rochelle, il y en a qui sont américains, dont le plus connu est Salesforce ou HubSpot. Un CRM, ça fait partie aujourd'hui de l'outil principal pour collecter, utiliser de la donnée client. À gauche, on peut lire 7 PME ETI sur 10 ont une solution pour regrouper les données clients, mais seule 1 sur 2 dispose d'un CRM. Donc les autres ont d'autres types d'outils. Donc ça peut être un data lake, une CDP, une Customer Data Platform. Ça peut être une solution de web analyse, de web analytics comme Google Analytics, AT Internet ou autre. AT Internet, ça s'appelle Piano aujourd'hui. Ou un outil de TMS, une solution de marketing automation comme HubSpot, comme Plaisy en France, etc. Ou d'autres solutions comme des solutions de business intelligence. Ce qui est intéressant, c'est que 19% des entreprises ont un outil qui permet aux internautes de gérer leurs préférences ou leur consentement. Ça fait partie des outils que propose aussi Didomi, ce qu'on peut appeler un centre de préférence ou une plateforme de gestion des préférences, qui est encore un peu moins connue, mais qui va devenir dans un monde omnicanal de plus en plus présent et qui n'est pas juste une simple page de désabonnement, mais qui est une manière pour chaque internaute de pouvoir moduler très facilement la fréquence avec laquelle il veut être contacté, ses préférences clients, ses préférences d'achat, afin de personnaliser la manière dont il reçoit des offres de la part des entreprises. Et de l'autre côté, pour les entreprises, afin d'avoir une donnée plus fine et plus à jour et basée sur un consentement explicite et une préférence explicite émise par l'internaute lui-même. Vos actions, c'est la dernière slide que je vous présente, ensuite je repasse la main à Johan. Vos actions vous permettent-elles de garantir la conformité RGPD des données? Avons-nous posé aux entreprises, aux décideurs? Et la réponse est très majoritairement oui, ce qui est très rassurant. Donc 82% expliquent que leurs actions, leurs outils permettent de garantir la conformité RGPD des données. Plus de 8 entreprises sur 10 en France. Ce qui est un petit peu plus décevant, peut-être pas voilà, décevant, mais peut-être pas anxiogène, il n'y a pas de risque forcément, mais 18% dont les outils ne permettent pas de respecter la réglementation, c'est quand même trop, selon nous. Pourtant, les solutions existent. Alors peut-être qu'une partie des répondants ne savent pas exactement ce qu'il faut faire pour respecter les réglementations RGPD ou les recommandations de la CNIL. Peut-être que certains savent très bien, mais choisissent eux-mêmes de ne pas être conformes pour prioriser d'autres choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une stratégie risquée que de ne pas respecter la réglementation française ou européenne. Et surtout, il y a beaucoup d'outils comme ceux d'Idomi, mais aussi d'autres, plus ou moins chers, plus ou moins développés, plus ou moins disponibles et plus ou moins ayant plus ou moins de support et de service client pour vous aider à les mettre en place. Tous ces outils permettent de respecter la réglementation. Donc les 18%, selon moi, n'ont pas d'excuse que de ne pas le faire. C'est effectivement quelque chose qu'on met souvent un petit peu plus loin dans la liste des priorités, après le business, après le développement du chiffre d'affaires, le recrutement, tout un tas d'autres priorités qu'ont les dirigeants. Mais ça reste quand même, selon nous, trop, 18%. On peut voir l'autre côté, qui est 82% disent oui, on est conforme. Voilà, je passe la main à Johan et tu me dis quand je change de slide, Johan. Très bien, merci Yoni. Donc comme Sophie le précisait, hein, le prérequis, c'est dans un premier temps, c'est déjà de mesurer la donnée.
Ensuite, le moyen, c'est de donner, mesurer, c'est de comprendre et de connaître nos clients. Et cette connaissance client va permettre justement de travailler ce quatrième axe, qui est l'expérience client. Juste pour introduire, on a souvent tendance à confondre expérience client et relation client, qui ne sont pas du tout les mêmes concepts. L'expérience client, elle, démarre dès le premier contact avec la marque. Et elle doit être également prendre en compte le fait que chaque client est unique et a également un parcours client différent, voire lui aussi unique. Donc, sur ce volet expérience client, la question qui a été posée, c'est concrètement, quelles sont toutes les actions opérationnelles mises en œuvre pour votre entreprise pour améliorer l'expérience client? Et ce qu'il en ressort, c'est que pour améliorer l'expérience client, les PME et ETI ont le plus souvent recours à la personnalisation de leur site pour 44% d'entre elles. Ce qui peut aller du simple « Bonjour Johan » par exemple, ou « Si vous aimez tel produit, alors vous aimerez aussi tel produit ». Dans ce cas, on utilise plutôt des modèles prédictifs. Et sur ce volet personnalisation, on peut et on doit aller beaucoup plus loin avec des techniques plus complexes de personnalisation, notamment en temps réel, sur par exemple des menus, des contenus éditoriaux ou encore des produits. Et ici, on fait clairement appel à l'intelligence artificielle. Par exemple, en déclenchant des coups de cœur à chaque visite de vos internautes, vous augmentez considérablement leur taux de conversion et par conséquent la performance de votre site. Autre volet aussi de la personnalisation, c'est dans le B2B, que ce soit en inbound marketing ou encore sur des stratégies d'ABM, account-based management, qui sont de plus en plus utilisées. Là, on est sur des contenus et des campagnes hyper personnalisées, voire en one-to-one, notamment pour les stratégies ABM. L'autre question qui a été posée, c'est comment mesurez-vous la qualité de l'expérience de vos clients aujourd'hui? Ici, ce que l'on observe, c'est que les PME et ETI mesurent la qualité d'expérience client principalement via deux axes. D'un côté, les avis clients pour 7 d'entre elles sur 10, et de l'autre côté, les enquêtes de satisfaction pour la moitié d'entre elles. Un aspect qui est souvent négligé et qui est confirmé par le baromètre pour 16% des entreprises, c'est l'analyse des parcours clients. Elle est très peu faite et elle reste fondamentale car elle permet d'identifier à chaque étape du parcours où on perd les clients. Et elle influe mécaniquement sur leur satisfaction et par conséquent sur leur fidélité. Cinquième et dernière partie, en conclusion, après avoir vu un détail sur les investissements, ensuite sur la manière dont les performances étaient mesurées, ensuite la manière dont la connaissance client était développée, ensuite l'usage de cette connaissance client à des fins de personnalisation et d'expérience client. Nous allons, dans cette partie, en conclusion de notre baromètre, on va questionner justement les PME et ETI sur l'existence ou non d'une relation omnicanal avec leurs clients et quelles seraient leurs priorités sur les 12 prochains mois. Premier axe, c'est diriez-vous que les actions déployées ce jour vous permettent de mettre en place cette stratégie omnicanal? Ce que l'on observe en synthèse, c'est que seuls 26% des PME et ETI ont mis en place une relation omnicanal personnalisée, que ce soit au niveau des messages, des canaux ou encore des devices, et qui serait gage d'une bonne expérience client. 29% d'entre elles sont plutôt sur des relations multicanales sans personnalisation et 26% d'entre elles restent sur... Je pense qu'on a un petit souci de connexion de nouveau. Yannick, on ne t'entend pas non plus. Très bien, mais j'étais muté. Donc, je vais reprendre à la place juste de Johan avant qu'il revienne. Il devrait arriver dans une minute. Donc, seuls 26% des PME ETI ont mis en place une relation omnicanal. C'est très compliqué à faire. C'est parfois beaucoup plus simple qu'on ne le pense, mais il faut en avoir l'idée, il faut en avoir l'initiative et on n'en a pas toujours le temps. Donc, beaucoup d'entreprises ont une relation monocanal ou une relation multicanal mais sans personnalisation. Seuls 26% ont une relation omnicanal avec personnalisation et 19% aucune de toutes celles-ci. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les PME ETI françaises, aujourd'hui, des difficultés à mettre en place une relation omnicanal, peuvent peut-être avoir besoin d'aide d'acteurs spécialisés ou d'outils, ou les deux. Ou alors tout simplement avoir la confiance peut-être pour engager ce type de stratégie grâce à des personnes qui peuvent les aider en marketing ou par des agences spécialisées.
N'hésite pas, Sophie, si tu veux intervenir en attendant que Johan revienne. Ah bah non, il est là. Eh ben, C'est Yoann bon, Ça va, est de Johan? retour. Voilà, bah, je te Oui, laisse reprendre, Johan. je suis réapparu. Merci, Yannick, pour le coup de main. Sur la slide suivante, quelles sont les actions prioritaires pour votre entreprise dans les 12 prochains mois? On va retrouver ici le top 3 des priorités des PME et ETI pour acquérir justement un haut niveau de maturité dans la relation client. La première priorité, c'est de la personnaliser leur relation pour 8 entreprises 1 sur 10. La seconde priorité, ça va être de diversifier les canaux de communication pour 6 sur 10 d'entre elles. Et enfin, d'améliorer la connaissance et les parcours clients prospects pour également 6 sur 10 d'entre elles. Pour une démarche cohérente, l'amélioration de la connaissance client, qui est le troisième point, comme on l'a évoqué, nécessitera aussi de personnaliser la relation, ce qui sera aussi le moyen de travailler cette connaissance. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que le troisième objectif est étroitement corrélé au premier. Une explication sur le fait que la personnalisation soit déjà mise en place par 38% de ces entreprises, c'est très certainement lié au fait que les actions de personnalisation mises en place soient simples, comme on l'a vu, telles que la personnalisation simplement au niveau du prénom et du nom. Par contre, l'augmentation des canaux de communication est également liée au fait que les PME et ETI ont pleinement conscience de l'évolution des comportements des internautes, qui zappent autant entre les moyens de communication qu'ils zappent entre les marques, ce qui renforce les difficultés de le toucher au bon moment avec le bon message. Mais nous savons que cette multiplication des canaux de communication ne sera véritablement efficace que si les messages sont à la fois personnalisés, que si le canal de prédilection est respecté, et enfin, s'ils sont diffusés au moment où l'internaute est pleinement disponible et attentif au message. Voici en synthèse les 3 priorités que nous observons de l'étude qui a été menée. Également, les différents enjeux auxquels font face les PME et ETI interrogés. Et nous allons à présent pouvoir répondre à vos questions, et notamment celles qui ont été précisées dans le chat. Notamment une question sur le RGPD, une question de David. Je te laisse y répondre, Yannick. David a fait une remarque où peut-être avant que je présente les slides que j'avais présentés, donc les 3 clés pour un parcours client hyper personnalisé qu'on a décrit, et il posait la question quid du RGPD, donc règlement général de la protection de données, réglementation européenne qui demande entre autres beaucoup de choses, mais entre autres aux entreprises et à n'importe quelle entité qui traite des données personnelles que d'avoir le consentement des personnes dont on traite les données personnelles pour le faire, et d'informer les utilisateurs suffisamment clairement pourquoi on collecte ces données personnelles. Donc vous voyez des bandeaux cookies quand vous êtes sur des sites internet ou des applications, mais ça peut être aussi la nécessité de récolter un consentement avant de pouvoir envoyer avec une case à cocher par exemple, avant de pouvoir envoyer des emails à vos prospects et à vos clients. Donc quid du RGPD, la RGPD ou je sais pas, je sais jamais. La réglementation s'impose évidemment aux entreprises françaises. Alors elle est transposée ou transcrite en France déjà par cette réglementation elle-même, mais aussi par des organismes qui l'interprètent d'une certaine manière, comme la CNIL, qui demande que par exemple en France, le refus et l'acceptation de cookies sur les bandeaux cookies que vous voyez sur les sites soient à peu près de même taille et de même facilité, et certainement de même facilité, c'est-à-dire un clic. Donc ça fait un petit peu moins d'1 an que cette réglementation est en place. C'est un exemple concret d'application de RGPD, il n'y a pas que ça. Et on a quand même assez rapidement sur des sites médias, sur des sites e-commerce, etc. Les entreprises françaises se sont toutes assez rapidement mises en recommandation, en conformité grâce aux outils qui existent. Il y a encore un certain nombre d'entreprises qui le font pas, soit par oubli, soit par manque d'information. Quand on n'est pas dans le secteur, il n'est pas évident de savoir qu'il faut faire ça, soit par manque aussi d'accompagnement par les prestataires avec lesquels ils travaillent. La CNIL elle-même et en Europe, la Commission et l'Europe comptent sur les acteurs spécialisés, dont
les autorités de protection de données comme la CNIL en France pour imposer des sanctions s'il devait y en avoir. La CNIL en a imposé déjà, aux GAFA notamment, pour ces raisons-là, pour la partie consentement cookie, mais aussi à des grandes ou petites entreprises. Elle va forcément le faire aussi pour des entreprises de taille plus modeste, mais je pense que la CNIL a envie d'avoir une forme d'exemplarité et de communication qui permette rapidement à tout le monde de voir l'importance de la réglementation RGPD. Donc, pour faire court, il est important de pouvoir, on a perdu Johan à nouveau, mais il devrait arriver, il est important de pouvoir se mettre en conformité avec la RGPD qui dit beaucoup de choses. Vous devez savoir pourquoi sont utilisées vos données et vous devez pouvoir dire oui et non facilement et pouvoir changer d'avis. Et donc, toute entreprise qui souhaite personnaliser son parcours client, qui souhaite connaître ses clients, qui souhaite collecter des données clients par un programme de fidélité notamment, etc., doit pouvoir mettre à disposition de ces personnes-là des interfaces, des outils, des process, des personnes, le call center, le centre de relations clients par exemple, afin de leur permettre de supprimer ou de modifier leurs données personnelles. Celles qui ne le font pas, non seulement se mettent en risque avec la réglementation, ce qui n'est pas grave dans l'absolu si vous ne faites pas sanctionner, même si vous êtes en gros risque réglementaire. En tout cas, ça risque pas de tuer votre entreprise, si ce n'est que vous ayez un grand risque de réputation. Mais ça risque de faire beaucoup de mal à la société, à l'entreprise, en termes de confiance client, qui elle-même, les clients eux-mêmes s'attendent au fait à pouvoir avoir accès à leurs données. C'est pas juste l'Europe qui l'impose pour se faire plaisir, c'est parce qu'ils savent que c'est une attente de la part des clients que d'avoir une forme de respect de la vie privée, une forme d'accès à leurs données personnelles, qui sont quand même leurs données personnelles, et donc une entreprise qui souhaite mettre en place une stratégie omnicanale avec des outils comme ceux du Bon Coin Publicité ou avec des agences comme les agences du groupe MV Group, doivent pouvoir facilement savoir pourquoi leurs données personnelles sont utilisées, les supprimer, les modifier et dans l'idéal pouvoir y avoir accès, les exporter et avoir une forme de transparence là-dessus. Certains sites pensent être conformes RGPD, mais en fait, clic ou pas, le cookie n'est pas respecté et contourné, et en le sachant ou pas. C'est ce que dit David, je suis en train de lire un de ses commentaires. C'est bien là le problème, et je pense que sur 80%, beaucoup ne sont pas vraiment totalement. La question est, est-ce qu'un cookie sur un site ou sur une application est déposé avant même que vous disiez oui ou non en tant qu'utilisateur? Il y a effectivement, David, des sites qui, parce qu'ils sont mal outillés ou malhonnêtes ou autres, qui déposent des cookies collectant de la donnée personnelle, parce qu'il y a des cookies qui ont le droit d'être déposés sans consentement. Il y a effectivement aujourd'hui des sites et des applications qui le font sans consentement. Et ça, c'est pas bien. C'est hors. J'espère tous que la CNIL et d'autres acteurs puissent identifier ce type de comportement et le corriger, les entreprises en tout premier lieu d'ailleurs. C'est probablement une des nombreuses priorités qu'ont des acteurs comme la CNIL, notamment actuellement avec le Covid sur les données de santé, etc. Donc il faut aussi avoir une forme de compréhension. Mais il n'empêche que, vous avez raison David, ce type de comportement, c'est malhonnête, ça détruit de la valeur, puis je pense que ça détruit de la confiance côté utilisateur. Et on a une question de Fanny sur un autre sujet qui est qu'est-ce qu'une vision unique de nos clients. Donc sur cette vision unique, ce que l'on travaille pour le permettre, c'est la réconciliation des données. C'est-à-dire qu'un client qui viendra en magasin, qui serait également en navigation sur le site web ou encore dans un CRM, l'objectif, c'est de réconcilier l'ensemble de ces données pour définir le profil unique de ce client-là et non pas avoir d'un côté des visiteurs en magasin, d'un autre côté des visiteurs sur le site web et d'un autre côté des contacts dans le CRM. L'objectif, c'est de réconcilier l'intégralité de ces données pour tendre vers une vision unique de ce client-là. Et dès lors qu'il aille en magasin ou encore qu'il navigue sur le site web ou encore qu'il interagit avec vous, de bien réconcilier cette donnée et avoir cette vision unique. C'est ce qui permet de développer en parallèle ce qu'on appelle un RCU, un référentiel client unique, qui sera l'entrepôt de données qui permettra justement d'assurer cette réconciliation et consolidation. Donc c'est en ce sens qu'une vision unique du client est imaginée. Et on a un commentaire de nouveau sur le sujet RGPD. Et notamment sur les 82%. Aldir dit effectivement oui, 82% RGPD, ok, j'en doute. Alors les 82%, effectivement, alors nous on a fait un baromètre, l'équipe de Nathalie et de Johan ont fait un baromètre qui aujourd'hui reflète ce que
les décisionnaires pensent pouvoir respecter comme réglementation, combien d'entre eux pensent respecter la réglementation avec les outils qu'ils ont. Je vous rappelle que ça ne veut pas dire que 90% de ces entreprises le font, mais les décisionnaires pensent le faire ou pouvoir le faire. Ça ne veut pas dire que 82% des entreprises françaises effectivement aussi respectent. Alors nous, on a suivi quand même ces chiffres dans le cadre de notre veille, etc. Quand même, beaucoup d'entreprises se sont très rapidement mis en conformité ici en France. Toutes l'ont fait. J'ai pas de chiffre exact. Je peux vous donner le taux de consentement parce qu'en moyenne en France, sur tous les secteurs confondus, le taux de consentement a commencé aux alentours des 90-80%. C'est le nombre de personnes qui disent oui sur le nombre de personnes totales interrogées. Donc avant, avec des interfaces qui étaient aux alentours, qui étaient forcément orientées autour de oui, j'accepte, et c'était très compliqué de ne pas de refuser. Avec les recommandations CNIL, qui étaient d'accepter et de refuser au même niveau de facilité. Nous, on voit chez nos clients qui sont quand même une grande partie de l'Internet français en volume, hein, pas forcément en nombre de clients, mais le taux de consentement moyen baisse. Je pense qu'on a dû passer en dessous des 70% aujourd'hui. Ça reste toujours beaucoup, mais il s'agit uniquement du taux de consentement quand même pour des bannières qui sont conformes à la réglementation. Donc ça, c'est le taux de consentement. Après, ça ne veut pas dire que 82% par rapport à ce que dit le baromètre des entreprises françaises sont conformes. Les grandes, je pense, le sont beaucoup plus que les petites. Les digitales le sont beaucoup plus que celles qui sont un petit peu moins digitalisées. Il doit y avoir aujourd'hui des baromètres et des chiffres qui existent sur la taux de conformité des différentes entreprises, à le dire. Vous en connaissez peut-être certaines. Aujourd'hui, on a malheureusement encore trop d'entreprises qui soit se moquent de cette partie-là ou considèrent que ça ne fait pas partie des priorités, soit le font, mais le font de manière un petit peu sans respecter complètement la liste des critères qu'il faut, c'est-à-dire un consentement éclairé, spécifique, univoque, etc. Donc effectivement, à le dire, vous avez raison, on peut en douter, mais parfois c'est aussi une impression. Je pense que beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui se mettent en conformité ou savent ce qu'il faut faire. Certaines ont juste une roadmap, comme on dit dans le jargon, une priorisation différente, même si elles devraient mettre ça en haut de leur liste des priorités parce que c'est générateur de confiance pour les internautes, en plus d'être générateur de conformité. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour des questions. On est également dans les temps. Est-ce qu'on veut conclure on conclut chacun par quelques mots? S'il y a d'autres questions, peut-être, à part s'il y a d'autres questions. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va pouvoir conclure. Tu veux commencer, Johan? Oui, en tout cas, ce qui émane en effet de l'étude que nous avons réalisée, c'est que l'évolution des investissements entre les médias justement évolue, que la mesure des performances reste cruciale et le tout en conformité, que cette mesure est vraiment le moyen nécessaire pour connaître et en savoir plus sur les clients. Cette connaissance client est le moyen permettant de mettre en place des stratégies de personnalisation. Et c'est ces stratégies de personnalisation qui permettront de maximiser l'omnicanalité des stratégies et apporter l'expérience client la plus enrichie, point sur lequel les internautes sont de plus en plus sensibles et qui fait aussi la préférence de marque et également la capacité à émerger dans des stratégies digitales de plus en plus complexes. Vous voulez que j'enchaîne? Sophie? Vous m'entendez bien? Alors pour le coup, moi je trouve que ce qui ressort vraiment de cette étude, et c'est finalement la quête de la performance, de l'efficacité publicitaire, comme passant finalement par une meilleure connaissance en effet de l'exposé, plus que du média en tant que tel. Et finalement aujourd'hui, tous les efforts que déploient les annonceurs ou les régies, les agences, tous les acteurs, je dirais de la publicité au global, c'est comment on va vers plus de connaissances pour un meilleur ciblage, une meilleure expérience, et c'est finalement un cercle vertueux tant pour les annonceurs que pour les utilisateurs, que pour les exposés. Et il y a un vrai travail en effet, donc le RGPD est un sujet qui suscite aujourd'hui des questions parce que on a un vrai travail, je pense tous, d'évangélisation en tous les cas, du consentement. Donc en effet, de travailler aussi, sur la confiance aujourd'hui de, l'exploitation des données, mais à des fins finalement, publicitaires, qui ont aussi pour vocation de créer une meilleure expérience,
utilisateurs et clients. Et c'est aujourd'hui ce qu'on met en œuvre, nous, notre côté aussi, côté Le Bon Coin et Le Bon Coin Publicité. Et c'est ce qui ressort à la fois chez les acteurs interrogés dans le cadre de ce baromètre, comme pour tous les autres acteurs, y compris les plus gros acteurs plus nationaux et plus digitaux. Et merci, j'étais ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous deux. Je me Yannick, permets le mot juste de la fin. de donner de souligner, merci à vous deux qui avez participé à ce webinaire et de m'avoir accueilli aussi. Merci Nathalie pour MV Group et Marois qui a aidé à ce baromètre chez nous. Effectivement, on a une bonne partie qui a été dite déjà par tout le monde. La confiance est importante côté utilisateur. Pour ça, le consentement est selon nous clé. Mais le baromètre ici parlait aussi de ce que les entreprises souhaitent et peuvent faire pour avoir une relation qui est personnalisée, omnicanal. Ça peut paraître compliqué, mais c'est aujourd'hui assez facilement faisable. Je pense qu'il faut choisir 1, 2 ou 3 priorités, comme la personnalisation, comme ce genre de choses, et ensuite les dérouler, plutôt que de penser que c'est que pour des grandes entreprises qui ont des énormes moyens ou des outils absolument impressionnants. Donc je pense que c'est il faut commencer, il faut avoir le courage. Il ne faut pas penser que les personnes vont être outrés, les clients vont être outrés. Je pense qu'au contraire, les clients s'y attendent. Et donc, je pense que c'est une stratégie, l'omnicanalité, qu'il faut absolument pouvoir mettre en place. Et il y a des acteurs pour accompagner les entrepreneurs là-dedans. Merci Yannick. Et on vous remercie du coup tous pour votre participation et contribution durant ce webinaire. Bonne fin de journée à tous.